La soirée commença dans une tension palpable, plus pesante que la petite fête que j'avais imaginée. À peine assise à table, je sentis que quelque chose allait se briser. Je m'appelle Caitlin, et ce soir devait enfin récompenser mes efforts. Pourtant, tout s'est effondré bien plus vite que je ne l'avais anticipé. Maman me demanda mon diplôme. Son ton était d'un calme trompeur, alors je le lui tendis, essayant d'ignorer le regard que ma sœur me lançait de l'autre côté de la table. Avant que je puisse dire un mot, elle serra le papier et le déchira en deux, laissant tomber les morceaux sans hésiter. Le bruit fut si sec que j'eus le souffle coupé. Elle me fixait toujours, comme si elle attendait mes remerciements pour mes devoirs. Elle me dit que je devais arrêter de rêver et affronter ce qu'elle appelait la réalité, car selon elle, mon diplôme n'aurait jamais aucune valeur. Puis, se tournant vers ma sœur avec un sourire satisfait, elle prononça les mots qui me coupèrent le souffle. Maman m'a dit « Trouve un travail de rêve comme ta sœur ». Ma sœur n'a pas manqué l'occasion de m'adresser un sourire triomphant qui ne laissait aucun doute sur le fait qu'elle avait déjà pris une place plus importante aux yeux de maman. Je suis restée impassible, car si elles avaient perdu le contrôle devant elles, elles auraient obtenu exactement ce qu'elles voulaient. Et à cet instant, j'ai compris qu'elles n'imaginaient pas à quelle vitesse leur sentiment de sécurité allait s'effondrer. Et vous, comment réagiriez-vous si votre diplôme, si durement gagné, était réduit en miettes sous vos yeux? Partagez vos réflexions dans les commentaires. De retour dans mon petit appartement, une vague de souvenirs m'a submergé sans prévenir. Chacun d'eux me rappelait des moments où ma place au sein de la famille avait discrètement basculé vers un rôle que je n'avais jamais souhaité. Plus j'essayais d'analyser ma respiration, plus les vieux schémas devenaient clairs, et je réalisais à quel point ils avaient profondément influencé mes réactions pendant le dîner. Ma sœur Alexis m'est venue à l'esprit en premier, car elle avait toujours été le centre de l'attention que ma mère lui prodiguait si généreusement. Ma mère, Linda, n'a jamais caché sa conviction qu'Alexis méritait toutes les opportunités qui s'offraient à elle, tandis que je devais sans cesse faire mes preuves sans recevoir la moindre reconnaissance. Alexis jouissait d'un confort que je n'aurais jamais pu imaginer à l'époque. Je la voyais évoluer avec aisance entre l'école et ses activités, sachant que ma mère résoudrait tous les problèmes avant même qu'ils ne l'atteignent. Pendant ce temps, je continuais à chercher des petits boulots pour payer mes frais de scolarité, mes livres et les dépenses supplémentaires qui surgissaient toujours au pire moment. Je passais des nuits blanches dans un café près du campus, un plateau à la main, à essayer de mémoriser des définitions pour mes examens, et personne dans ma famille ne s'est demandé comment je faisais pour tout concilier. Ils supposaient que je pouvais me débrouiller seul et interprétaient mon indépendance comme un signe que j'avais besoin de moins de soutien, et non de plus de compréhension. Ma mère minimisait souvent mes réussites d'un commentaire lapidaire qui les vidait de leur sens. Et elle réservait ses compliments à Alexis, même pour les plus modestes réussites. Quand j'obtenais de bonnes notes ou des félicitations de mes professeurs, maman se contentait d'un hochement de tête silencieux et d'une remarque sur l'avenir encore plus prometteur d'Alexis. Le contraste était si frappant que j'ai fini par cesser de partager mes réussites, car il était plus pénible de les entendre minimiser que de les garder pour moi. Alexis a remarqué le changement, mais elle ne s'est jamais demandé pourquoi je m'étais repliée sur moi-même et a continué d'accepter l'admiration qu'on lui portait comme un droit acquis. Avec le temps, j'ai compris que ce schéma ne s'était pas installé récemment, mais qu'il remontait à mon enfance, lorsque j'étais placée dans le rôle de la fille fiable qui ne réclamait pas l'attention. Alexis est devenue la fille qui inspirait l'enthousiasme, tandis que j'étais celle dont il fallait rappeler les limites. Chaque fois que maman prenait une décision en faveur d'Alexis, elle renforçait l'idée que ma place dans la famille ne serait jamais la même que la sienne, et j'ai gardé cette croyance bien trop longtemps. L'injustice s'est installée insidieusement, si progressivement que je n'en ai pris conscience qu'en essayant de m'en affranchir. Il y a eu des moments où j'ai tenté de remettre en question cette dynamique. Pourtant, à chaque fois, maman trouvait le moyen de recentrer la conversation sur le potentiel ou les réussites d'Alexis. J'ai appris à me taire pendant ces discussions, car essayer de me faire entendre revenait à crier dans un mur qui absorbait tout son. Je voulais croire qu'il y avait de la place pour que nous soyons toutes les deux appréciées. Mais maman m'a clairement fait comprendre que l'admiration n'était pas réciproque. Ses souvenirs étaient plus vifs que d'habitude ce soir-là, et j'ai enfin compris comment il m'avait amené à accepter si facilement d'être ignoré. L'incident du dîner n'était pas un hasard, il était le résultat d'années d'attente et de comparaison qui avaient affaibli ma voix. Assise dans mon appartement, j'ai réalisé que le rôle qu'on m'avait attribué n'avait jamais été le mien, et je ne voulais plus m'y conformer. Le sentiment d'être cantonné au rôle de celle qui échouerait toujours à exercer une pression qui a influencé chacun de mes choix, jusqu'à ce qu'il devienne plus douloureux de rester immobile que d'avancer. Ce qui s'est passé lors de ce dîner a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et la prise de conscience silencieuse qui a suivi m'a convaincu de changer le cours de ma vie. 2 jours après ce dîner désastreux,
J'ai fait ma valise et pris une profonde inspiration avant de frapper à la porte familière qui avait été le théâtre de tant de souvenirs réconfortants. Dès qu'elle s'est ouverte, ma meilleure amie, Tessa Reid, m'a regardé avec une lucidité qui a déchiré le fragile masque que je portais depuis la nuit où mon diplôme avait été arraché sans même y penser. Je suis entrée, j'ai posé mes affaires et un étrange silence s'est installé. Un silence qui invitait à la sincérité plutôt qu'à la peur. Tessa ne m'a pas pressée de parler. Elle m'a conduite au salon et a attendu que mes épaules se détendent suffisamment pour que ma voix revienne. Quand je lui ai enfin raconté ce qui s'était passé, elle m'a écouté avec une attention qui m'était presque étrangère après des années passées à me défendre au sein de ma propre famille. Je n'ai pas précipité mon récit, car elle n'a jamais précipité mes émotions. Quand j'eus terminé, son expression mêlait incrédulité et inquiétude, une combinaison qui me rappela combien elle tenait à mon bien-être. Elle se pencha légèrement vers moi et me fit remarquer que la situation avec ma famille était restée sans réponse bien trop longtemps. D'après elle, j'avais normalisé des comportements inacceptables, notamment la façon dont ma mère minimisait mes réussites et mes sentiments. Entendre ces mots à voix haute me força à réexaminer chaque instant que j'avais ignoré, et cette prise de conscience m'inquiéta plus que je ne l'aurais cru. Je réalisais alors que je m'étais tellement habitué à ce déséquilibre que je le remettais rarement en question. Grâce à ces encouragements, j'ouvris mon ordinateur portable et commençai à trier les documents que j'avais évités pendant des semaines. Mon CV avait besoin d'être mis à jour, mes fichiers de projet d'être mieux organisés, et plusieurs certifications obtenues au cours de mon dernier semestre méritaient d'être mises en valeur plutôt que cachées. Tessa restait à mes côtés sans être envahissante, me laissant suffisamment d'espace pour me concentrer tout en me faisant des suggestions ponctuelles qui amélioraient le style et la structure de mes documents professionnels. Tandis que je m'organisais, un sentiment d'accomplissement remplaça peu à peu la frustration qui persistait depuis le dîner. Je me suis surprise à consulter des offres d'emploi que je croyais autrefois inaccessibles. Et le simple fait de sauvegarder chaque annonce était une façon d'affirmer que je n'avais plus l'intention de me rabaisser pour correspondre aux attentes placées en moi. Plus je travaillais, plus je percevais mes réussites comme une preuve de résilience plutôt que comme des arguments à défendre. En fin d'après-midi, un courriel apparut dans un coin de mon écran. Il provenait d'une entreprise que j'admirais depuis des années, une entreprise dont la mission correspondait au parcours professionnel que je souhaitais suivre. Le message m'invitait à programmer un entretien dans la semaine. Je suis resté figé devant l'écran pendant plusieurs secondes, incapable de parler, jusqu'à ce que Tessa vienne me regarder. En lisant le courriel, son visage s'illumina d'une fierté qui contrastait fortement avec l'indifférence à laquelle je m'étais habitué à la maison. Son enthousiasme fut le catalyseur d'un changement en moi. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti le poids des attentes de ma mère s'alléger, comme si ses opinions ne dictaient plus mes choix. Cette opportunité représentait bien plus qu'un simple emploi potentiel. Elle symbolisait la possibilité de construire une vie à mon image. En rédigeant ma réponse confirmant l'entretien, une clarté m'a envahi. Une clarté qui me montrait le chemin parcouru. Ce soir-là, pendant que Tessa préparait le dîner, je suis restée assise tranquillement à la table de la cuisine, me laissant imaginer un avenir où ma valeur ne serait plus mesurée par rapport à Alexis ni contrôlée par l'approbation de ma mère. Cette image me paraissait solide, et non plus fragile. Je savais que le chemin à parcourir ne serait pas facile, mais j'ai aussi compris quelque chose d'important. Cet entretien n'était pas qu'une simple opportunité professionnelle. C'était un pas vers la reconquête de la confiance en moi que j'avais perdue année après année, et la décision de le saisir marquait le début d'une vie qui ne serait plus façonnée par leur jugement méprisant. 5 jours plus tard, j'arrivai au bureau du centre-ville pour mon entretien, animé d'une concentration nouvelle, comme si un calme intérieur s'était enfin installé après des semaines de bouleversements émotionnels. Le hall d'entrée vibrait d'une énergie tranquille tandis que j'attendais mon tour. Même si une partie de moi portait encore le poids de tout ce qui s'était passé chez moi, une détermination naissait en moi, guidant chacune de mes respirations. Quand on appela mon nom, je suivis l'assistante dans un long couloir avant d'entrer dans une salle de conférence lumineuse où m'attendait la recruteuse. C'est à ce moment-là que je rencontrai Karen, qui m'accueillit avec une assurance naturelle qui m'encouragea aussitôt à me redresser. Karen commença par m'interroger sur mon parcours universitaire et ce qui m'avait amené à choisir ce domaine. Je lui expliquai comment des années d'introspection et de résolution de problèmes pragmatiques, nés de la nécessité plutôt que d'un choix, avaient façonné mon chemin. Karen se pencha alors vers moi, affichant un intérêt sincère qui renforça ma détermination à m'exprimer avec clarté. Elle a examiné mon CV tout en me demandant comment je gérais les longues périodes de travail en autonomie. Sa question m'a permis de trouver le rythme et de décrire l'organisation que j'avais mise en place pour subvenir à mes besoins pendant mes études. Au fil de la conversation, Karen tapotait du stylo chaque fois qu'elle trouvait quelque chose d'impressionnant, ce qui m'a procuré un sentiment de reconnaissance inattendu,
un sentiment que je n'avais jamais ressenti chez moi. Lorsqu'elle m'a interrogé sur mon portfolio technique, j'ai ouvert mon ordinateur portable pour lui montrer les projets qui m'avaient occupé pendant d'innombrables nuits blanches et matinées tranquilles. Karen a parcouru chaque exemple attentivement, s'arrêtant parfois pour me demander comment j'avais appris certaines techniques sans formation formelle. Je lui ai décrit les petits boulots que j'avais occupés pour financer des cours hors programme, et j'ai vu son expression se transformer, trahissant une légère incrédulité face à la quantité de travail que j'avais accompli seul. Elle a souligné l'envergure de mes projets, qui témoignaient de ma créativité et de ma capacité à résoudre des problèmes concrets, des qualités que l'équipe appréciait particulièrement. Ces mots ont apaisé une tension qui me pesait depuis des années. Au fur et à mesure que l'entretien avançait, je me suis rendu compte que je répondais à chaque question avec une assurance qui m'étonnait. La pression qui m'accablait sembla se relâcher lorsque je pris conscience du chemin parcouru sans les encouragements que la plupart des gens tiennent pour acquis. Karen conclut l'entretien en m'expliquant la prochaine étape du processus avant de me remercier. Je quittai le bâtiment avec un sentiment de soulagement et d'espoir inédit. Après avoir marché plusieurs rues, je remarquai le calme qui s'était installé dans mes pensées, comme si mon esprit aspirait à l'espoir. 2 jours plus tard, l'entreprise m'envoya par courriel une offre salariale bien supérieure à mes attentes, si bien que je relisais le message plusieurs fois avant d'y croire. Je l'acceptai sans hésiter, car cette opportunité s'inscrivait parfaitement dans la direction que je souhaitais suivre depuis longtemps. Je n'en parlais ni à ma mère ni à Alexis, car toute tentative de partager une bonne nouvelle s'était souvent heurtée à leur scepticisme ou à des comparaisons qui brisaient l'enthousiasme de chaque étape franchie. Pour la première fois de ma vie, je savourais ma réussite sans chercher l'approbation de personne. Au fil de la soirée, j'ai compris que prendre mes distances avec ma famille n'était plus une réaction émotionnelle, mais une décision consciente. Celle de comprendre ce qu'ils valorisaient vraiment, puisqu'ils ne pouvaient plus mesurer ma valeur à l'aune de leurs propres attentes. Cette lucidité m'a apporté la certitude sereine que la réussite de ce nouveau chapitre dépendrait entièrement de mon comportement, et non de la façon dont ils me percevaient. Une semaine plus tard, j'étais au beau milieu d'une réunion interne de routine lorsque j'ai entendu le nom d'Alexis. Ce simple son m'a parcouru d'un frisson avant même que je puisse reprendre mon souffle. La réunion portait sur l'évaluation de partenaires potentiels pour un projet à venir, qui nécessitait une équipe créative aux compétences solides. Le service chargé d'examiner les propositions avait réduit la liste à 3 entreprises. J'écoutais poliment jusqu'à ce que le diaporama affiche une présentation de l'entreprise où travaillait Alexis. Et dès que son nom est apparu à côté du titre de directrice associée, mon attention s'est figée. Au fur et à mesure que la présentation se déroulait, une série d'images familières ont défilé sur l'écran. Au début, je me suis demandé si la fatigue n'altérait pas ma perception. Mais à l'apparition de l'image suivante, une clarté glaciale s'est installée en moi. La mise en page était identique à un projet que j'avais créé des années auparavant, alors que je jonglais encore entre un emploi à temps partiel et des cours le matin. La palette de couleurs, les choix typographiques et la structure correspondaient à ma version originale, et les similitudes étaient trop frappantes pour être ignorées. Lorsque la présentatrice a cliqué sur la dernière section, un diagramme distinct est apparu, correspondant à un format que j'avais conçu de toutes pièces lors d'un long week-end où j'avais à peine dormi. L'évidence s'est imposée lentement mais sûrement, et j'ai gardé mon visage impassible, afin que personne autour de moi ne perçoive la tempête qui grondait sous mon calme apparent. J'ai attendu la fin de la réunion avant de retourner à mon bureau, où j'ai ouvert le dossier archivé contenant mes travaux précédents. Les fichiers dataient de plusieurs années, mais chaque élément correspondait au contenu de la présentation. J'ai comparé les 2 ensembles de visuels pour confirmer la similitude, et à chaque comparaison, la vérité devenait plus indéniable. Alexis avait repris mon projet original, modifié quelques détails mineurs et l'avait présenté comme sa propre contribution. Cette pensée m'a pesé, me replongeant dans de vieux souvenirs, notamment ces innombrables soirées où mes efforts étaient ignorés à la maison, tandis que les siens étaient célébrés sans la moindre attention. En consultant les fichiers, une compréhension plus profonde s'est dégagée. Alexis avait probablement utilisé ce projet pour obtenir son poste actuel, et sa réussite continue au sein de l'entreprise semblait liée au travail que j'avais accompli pendant une période où elle ne m'avait jamais apporté son soutien ni sa reconnaissance. La colère montait en moi, mêlée à une réflexion plus posée et sereine qui affinait mon point de vue. Au lieu d'agir impulsivement, j'ai commencé à identifier la date et le brouillon de chaque document, prouvant ainsi que j'en étais l'auteur. Ce travail m'a apaisé, remplaçant le choc initial par une structure qui m'a permis de réfléchir de manière stratégique. J'ai créé un dossier détaillé, classant les documents par date, y compris les différentes versions illustrant mon processus de développement. Chaque version contenait des métadonnées correspondant parfaitement à la chronologie de mes années d'études, et la rigueur des preuves me donnait l'assurance qu'aucun examinateur raisonnable ne pourrait contester leur authenticité.
Pendant que je préparais la documentation, j'ai contacté Tessa pour lui demander de l'aide concernant la formulation de mon résumé, car je souhaitais que le document remis au RH soit objectif et précis. Ce soir-là, son calme m'a apaisé et nous avons relu ensemble chaque paragraphe, peaufinant les formulations qui manquaient de clarté. Tessa m'a encouragé à adopter un ton ferme, mettant en évidence les incohérences factuelles sans exagération, et ses conseils m'ont permis de produire une version qui reflétait mon professionnalisme tout en présentant clairement les infractions. Une fois le résumé terminé, j'ai ressenti une conviction renouvelée. Traiter le problème par les voies officielles permettrait d'obtenir les comptes qu'Alexis avait esquivés pendant des années. Après le départ de Tessa, j'ai tout relu une dernière fois et classé les documents en lieu sûr, sachant que cette étape marquait le début d'un accord plus global. 2 semaines après ce dîner, j'avais enfin tout organisé de manière à aborder l'avenir avec confiance. J'avais reformulé les déclarations, classé les brouillons dans des dossiers, horodaté les documents et retracé chaque modification, prouvant ainsi la provenance de mon travail. Ce matin-là, en ouvrant mon ordinateur portable, j'ai ressenti une clarté que je n'avais pas éprouvée depuis des années. Elle m'a guidé à chaque étape de la préparation du message officiel qui allait lancer un processus que je n'aurais jamais cru oser entreprendre. Avant d'envoyer quoi que ce soit, j'ai pris un bref moment pour faire le point sur mon travail. Puis, je suis passé à l'étape suivante. J'ai rédigé un courriel détaillé à l'attention du responsable des ressources humaines, Jason Miller, en y joignant tous les fichiers prouvant que les concepts, images et structures originaux m'appartenaient. J'ai expliqué comment ces éléments étaient réapparus dans une proposition d'Alexis et j'ai décrit chaque cas où ces documents reprenaient des décisions techniques que j'avais prises seule. Lorsque j'ai présenté son rôle pour la première fois, je l'ai simplement appelé Jason, le temps de relire mon message. J'ai ajusté plusieurs phrases pour plus de clarté et j'ai supprimé tout ce qui exprimait une émotion plutôt que des faits. Au moment d'envoyer le courriel, un calme surprenant m'a envahi, car j'avais agi en accord avec la personne que j'étais devenue. Après avoir terminé ce courriel, j'ai ouvert un document séparé contenant le long message que je prévois de publier sur Facebook. J'ai rédigé ce récit sous forme de compte-rendu chronologique, en me concentrant sur les événements sans chercher à accuser qui que ce soit, sur un ton dramatique. Je voulais qu'il paraisse déterminé plutôt que vindicatif, car je savais que la vérité, à elle seule, avait suffisamment de poids. J'ai inclus des captures d'écran archivées, des chronologies de projets et l'historique des fichiers afin que tous les lecteurs comprennent le déroulement des faits sans la moindre confusion. En écrivant ces paragraphes, j'imaginais les réactions que susciterait la publication de mon histoire en ligne. Pourtant, cette possibilité ne m'effrayait plus comme avant. Il me semblait nécessaire de rétablir la vérité, une histoire déformée depuis bien trop longtemps. À cette époque, ma mère ne cessait de vanter les mérites d'Alexis lors de chaque conversation familiale. Elle écrivait des commentaires sur sa fierté, suivis d'anecdotes destinées à présenter Alexis comme une personne dont le succès semblait sans faille. La lecture de ces messages ne me blessait plus autant qu'avant, même. S'il me rappelait l'environnement qui m'avait poussé à douter de moi pendant tant d'années. Je savais qu'elle ignorait tout de ce qui se tramait, car je ne lui avais rien confié depuis la nuit où elle avait déchiré mon diplôme. La distance m'a permis de comprendre avec quelle facilité elle me rejetait lorsque la vérité ne correspondait pas à l'image qu'elle souhaitait projeter. J'ai demandé à Tessa de vérifier l'exactitude de mes propos. Elle a lu attentivement les documents, se concentrant uniquement sur la rigueur juridique, et s'assurant que je décrivais les événements sans exagération ni formulation ambiguë. Elle s'est abstenue de tout encouragement, car elle sentait que je n'en avais plus besoin de la même manière. Son soutien discret a structuré mon propos, me permettant d'affiner chaque paragraphe jusqu'à atteindre la précision requise pour une publication imminente. Une fois le texte peaufiné, je l'ai enregistré comme brouillon et programmé sa publication pour la prochaine étape de l'enquête. Un message est arrivé dans ma boîte mail cet après-midi-là. Jason avait ouvert les dossiers et lancé l'enquête interne. Il précisait que les RH commenceraient les entretiens avec plusieurs services la même semaine. À cette lecture, j'ai programmé la publication Facebook pour qu'elle coïncide avec le début officiel de l'enquête. Je voulais que le document soit rendu public simultanément afin que personne ne puisse m'accuser d'inventer cette histoire en réaction aux conclusions des RH. Programmer le minuteur m'a procuré un sentiment d'apaisement inattendu. En guise d'ultime préparation, j'ai accepté mentalement que ma mère et ma famille élargie pourraient réagir avec incrédulité ou colère lorsque toute la vérité éclaterait. J'ai compris que leur réaction en dirait plus long sur eux que sur moi. Pour la première fois, je me sentais prête à affronter la suite, car chaque étape reposait sur des preuves de vérité et sur une version de moi-même qui n'avait plus besoin de leur approbation. Un silence s'est installé dans mon appartement tandis que je me préparais à entamer une nouvelle semaine de travail, et ce silence était empreint d'une étrange anticipation que je ne pouvais ignorer. Le lundi suivant,
J'ai reçu la réponse de Jason plus tôt que prévu, et son courriel semblait confirmer le travail minutieux que j'avais accompli pendant des jours à préparer chaque détail. Jason expliquait que l'enquête interne avait progressé rapidement car les preuves que j'avais fournies ne laissaient aucun doute sur l'origine de chaque fichier soumis par Alexis. Il m'a informé de sa suspension immédiate afin que le comité d'éthique puisse enquêter en toute impartialité, et bien que son ton soit resté neutre, les implications étaient indéniables. Cette nouvelle me semblait irréelle, car la situation avait dégénéré très vite dès le début de l'enquête et les actions du cabinet avaient clairement démontré que l'infraction avait été identifiée. Jason m'a expliqué que le dossier complet d'Alexis avait été retiré du système après qu'une vérification numérique ait confirmé que chaque élément correspondait parfaitement à mes archives. Cette confirmation m'a apporté un soulagement inattendu, car elle validait non seulement mon travail, mais aussi les années que j'avais passées à prouver que mes efforts méritaient d'être reconnus. La vérité enfin éclatée m'a procuré un sentiment d'apaisement que je n'avais pas anticipé. J'ai relu le message de Jason 2 fois avant de décider de passer à l'étape suivante, que j'avais préparée. J'ai ouvert le brouillon Facebook que j'avais relu plusieurs fois et je l'ai publié sans hésiter, car chaque phrase décrivait les événements avec exactitude. À la fin de la publication, j'ai tagué maman directement, sans commentaire, car les faits se suffisaient à eux-mêmes. Dès la publication, les notifications ont afflué à un rythme effréné, et la portée du message a encore augmenté lorsque tante Nicole l'a partagé publiquement. Sa décision a rendu la conversation impossible pour maman, car les proches ont immédiatement commencé à poser des questions. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner et maman tentait de se faire passer pour la victime d'une tentative délibérée d'humilier la famille. Elle insistait sur le fait que j'avais tout exagéré, prétendant que révéler les agissements d'Alexis ne feraient qu'aggraver les tensions au sein de notre foyer. Pourtant, son argument manquait de sincérité, car la vérité contredisait chacune de ses affirmations. J'ai écouté sans réagir, car cette conversation n'avait jamais eu pour but d'aborder une quelconque faute. Il s'agissait d'une ultime tentative pour détourner la responsabilité d'Alexis et me la faire porter. Mettre fin à la conversation m'a procuré un soulagement inédit, car ses paroles n'avaient plus le même poids. Plus tard dans l'après-midi, Jason m'a recontacté avec le rapport final du comité d'éthique, et son message confirmait les conclusions que maman avait refusé d'admettre. Alexis avait été licenciée pour faute professionnelle après que l'enquête eut conclu qu'elle avait sciemment utilisé du travail qui ne lui appartenait pas. La décision comprenait des commentaires soulignant la gravité des violations de propriété intellectuelle, et l'entreprise a documenté chaque étape du processus afin d'éviter tout litige ultérieur. Ce résultat marquait la première fois que la responsabilité incombait à la personne qui avait bénéficié d'années de favoritisme, et tout s'est déroulé sans aucune intervention de ma part, si ce n'est la présentation de la vérité. J'ai lu le message lentement, laissant la réalité s'installer, et un sentiment de détermination sourde a grandi en moi lorsque j'ai réalisé que les schémas qui avaient façonné la dynamique familiale commencèrent enfin à se fissurer. Les conséquences reposaient désormais uniquement sur les actions qui les avaient engendrées. Et le cycle qui m'avait autrefois placé dans une comparaison constante ne dictait plus ma façon d'avancer. Ce moment annonçait le changement que j'attendais. Et le silence qui a suivi a apporté une clarté rassurante plutôt qu'incertaine. 3 jours après la diffusion du message dans la famille, maman m'a envoyé un long message ne contenant aucune trace de responsabilité. Chaque ligne de son texte tournait autour d'accusations selon lesquelles j'avais causé un préjudice irréparable à une personne innocente. Elle affirmait qu'Alexis ne se remettrait jamais de la perte de son emploi et insistait sur le fait que j'avais détruit l'image qu'elle avait construite pour notre foyer, sans tenir compte du fait que chaque conséquence découlait d'un choix qu'Alexis avait fait sans hésiter. La lecture de ce message m'a procuré une clarté inattendue. Le ton reflétait toutes les conversations qui avaient creusé le fossé entre nous, et le rythme familier des reproches révélait à quel point maman refusait d'admettre la vérité. Elle insistait sur le fait que je devais des excuses à ma famille pour avoir divulgué des informations privées. Pourtant, elle ne semblait pas se rendre compte de l'impact que ses actions passées avaient eu sur moi. Ce moment m'a paru étrangement décisif, car je sentais que toute possibilité de réconciliation avait disparu, remplacée par une détermination tranquille qui se renforçait à mesure que je relisais ces mots. J'ai rédigé une réponse unique, dénuée d'hostilité, et je l'ai informé que je couperais tout contact à partir de ce jour. Cette décision me paraissait inébranlable, car elle reposait sur des limites que j'avais mis des années à établir, et je ne croyais plus que la poursuite des échanges puisse mener à la compréhension. Une fois le message envoyé, j'ai bloqué son numéro et mis mon téléphone de côté, consciente que le silence préserverait les progrès que j'avais commencé à réaliser. Dans les heures qui suivirent, des proches m'ont contacté pour me témoigner leur soutien, et leurs réactions ont révélé à quel point la vérité avait profondément transformé le récit qui justifiait autrefois d'innombrables comparaisons. Nombre d'entre eux ont admis n'avoir jamais remis en question les éloges adressés à Alexis,
car ils croyaient en ses réussites, et leur volonté d'écouter m'a apporté une validation inattendue. Leur message était empreint de compassion plutôt que de pitié, et ce changement de perspective a confirmé que la transparence avait brisé un cycle qui durait depuis des années. Entre-temps, des nouvelles d'Alexis circulaient discrètement parmi mes connaissances, et j'ai appris qu'elle avait beaucoup de mal à retrouver un emploi, car son licenciement apparaissait systématiquement dans les candidatures. Cette faute, son dossier déontologique a éclipsé ses réussites passées, et les entreprises sont devenues méfiantes en consultant le rapport joint à son licenciement. Je ne trouvais aucune satisfaction dans sa situation. Pourtant, j'aimerais que les gens s'engagent à faire quelque chose pour le bien de tous et qu'ils prennent la responsabilité de travailler pour eux-mêmes. Il a avancé à son propre rythme sous la direction de Dagarna, et Karen s'est battue pour que mon génome ne soit pas limité par un manque d'études, mais renforcé par des recherches approfondies. Mon projet vise à faire comprendre que l'humanité est souvent sous-estimée, et cette phase s'est prolongée jusqu'à l'année dernière, entourée de personnes près de moi travaillant sur d'autres projets. Des opportunités sont apparues, élargissant encore mon rôle, et la stabilité a créé un sentiment d'appartenance qui contrastait fortement avec l'environnement que j'avais laissé derrière moi. À mesure que la semaine touchait à sa fin, j'ai commencé à observer à quel point il me semblait naturel de suivre ma routine sans la charge émotionnelle qui accompagnait auparavant chaque interaction avec maman et Alexis. L'absence de conflit a ouvert un espace pour des réflexions plus silencieuses sur la croissance personnelle, et la distance m'a permis de comprendre que lâcher prise n'était pas une défaite. J'ai terminé la semaine en étant conscient que mon avenir ne tournait plus autour de la réparation de liens qui n'avaient jamais été construits sur le respect. La séparation a eu lieu vendredi, et il est devenu de plus en plus clair que c'était la première fois que cette version de moi ne retombait pas dans l'ancien schéma. L'expérience m'a appris que la loyauté perd son sens lorsqu'elle est exigée plutôt que méritée, et que me respecter moi-même nécessitait des limites qui semblaient autrefois impossibles à poser. J'ai eu l'occasion de m'occuper à plusieurs reprises de gynécologues locaux. À travers cela, j'ai compris qu'on peut entretenir une relation avec un monstre dont l'humeur varie d'un jour à l'autre. La croissance exige parfois de se détacher de personnes qui refusent de reconnaître le tort qu'elles causent. Cela signifie aussi que la manipulation est complexe et qu'il faut s'en méfier. La guérison commence lorsque nous cessons de nous excuser de protéger notre valeur. Merci d'être resté à mes côtés à chaque chapitre de ce parcours. Ta présence a donné à ces expériences l'espace nécessaire pour être comprise plutôt que rejetée. Si ce texte résonne en toi, je serai heureux de t'aider à trouver ta voie, elle mérite d'avoir sa place. N'hésite pas à partager ceci avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin du courage de poser des limites, et laisse cette réflexion susciter des conversations menant à la guérison.